Bonsoir, et déjà d'avance, merci pour cet accueil et cette organisation. Donc moi, je m'appelle Delphine Kirchhoff et je suis infirmière de formation. Et donc actuellement, je fais partie de l'équipe de recherche, notamment à l'Université de Liège, au sein donc, de cette chaire Beehive. Alors, goedenavond iedereen. Ik spreek alleen maar een beetje Nederlands en dus je vais continuer en français. Voilà. Mais donc, je remercie du coup les traducteurs qui nous permettent vraiment de nous comprendre à travers les deux régions du pays et je pense que c'est vraiment important également. Voilà, donc aujourd'hui soir, on peut s'entendre, je veux dire, pour présenter donc l'étude qui a eu lieu au sein du WP2 et qui s'insère vraiment dans la thématique générale finalement des travaux au sein de Beehive, à savoir en ce qui concerne donc le WP2, la participation et l'engagement personnel et communautaire dans la première ligne. Et donc la recherche s'est intitulée Implémentation des principes liés à l'approche en santé communautaire dans les pratiques des structures de la première ligne en Belgique francophone. Donc, un petit peu ici, un plan de la présentation avec un début où on va parler un petit peu du contexte finalement qui explique cette étude. Ensuite, on va parcourir les 8 principes d'action qui nous ont guidés pour cette recherche, un point méthodologique et surtout, on va prendre le temps de passer en revue les principaux résultats. On ne saura pas tous les voir, donc on a dû vraiment aller vers l'essentiel, je vais dire. Et ensuite, on essaiera aussi de mettre en évidence certains facteurs facilitants et freinants des pratiques en santé communautaire pour terminer par une conclusion et des perspectives à mener pour ce travail. Donc, comme je le disais, c'est peut-être important d'abord de tenir compte un peu du contexte qui était à l'origine finalement de ce projet. Et c'est vrai que la santé communautaire, on peut le dire, a vraiment souffert en Belgique d'un désinvestissement net ces dernières années, ce qui a conduit finalement à une certaine marginalisation des approches communautaires en santé. Alors, c'est vrai qu'il existe quand même des initiatives, mais celles-ci ont tendance plutôt à être isolées, fragmentées. Euh, Néanmoins aussi, on peut remarquer que parfois, il y a des difficultés finalement pour avoir un état des lieux précis. Et quand ceci existe, quand il existe un peu des données, souvent elles ne concernent que certains services ou que certains prestataires. Alors en plus, on peut constater ces dernières années aussi qu'il y a vraiment une volonté de redynamiser ces pratiques. Et notamment, ça, on peut le voir dans les récentes déclarations de politique régionale, tant à Bruxelles qu'en région wallonne. Et de plus, pour nous, vraiment, la première ligne est un lieu privilégié pour le développement de la santé communautaire, car ces caractéristiques sont vraiment constitutives d'une première ligne forte. Et donc, voilà, ce sont tous ces éléments, quelque part, qui nous ont donné vraiment un intérêt pour réaliser cette étude exploratoire. Alors, avant d'en arriver vraiment à l'étude, il nous semblait aussi important de préciser peut-être parce que l'on entend par santé communautaire. Alors, c'est un terme qui n'est pas récent puisqu'il a émergé dans les années 70. Or, on peut encore constater qu'à l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de définition vraiment univoque de cette santé communautaire. Celle-ci se présente plutôt sous la forme d'un ensemble diversifié de pratiques, d'interventions et de recherches. Néanmoins, cet ensemble de pratiques fait appel à toute une série de principes d'action que vous voyez ici et qui sont basés sur la littérature scientifique. Parmi ces principes que nous allons, d'ailleurs, un petit peu explorer, il s'agit donc des aspects de collectivité, de vision globale, que la santé communautaire est orientée vers le changement, qu'elle favorise l'émancipation d'acteurs, qu'elle concerne un territoire en particulier, qu'elle vise aussi la participation du public, qu'elle essaye vraiment de mettre en œuvre la prévention et la promotion de la santé en rééquilibrant par rapport au curatif et une certaine notion de justice sociale et d'équité. Alors, comme je le disais en préambule, un petit point méthodologique. Donc ici, il s'agit d'une étude quantitative exploratoire qui avait comme objectif de comprendre finalement comment les principes de l'approche en santé communautaire finalement guident le travail des acteurs de la première ligne en région wallonne et bruxelloise. Alors, cette étude a fait appel à un questionnaire qui était en ligne et qui était auto-administré. Au niveau de la population ciblée par cette enquête, celle-ci était constituée d'organisations de la première ligne en Belgique francophone. Et puisque leur ancrage dans le secteur de la santé comprise au sens strict, les institutions visées sont celles ayant une mission de santé publique dans leurs activités de terrain. Et donc, cette description nous a permis de lister des critères d'inclusion que vous voyez ici, tels que le fait d'avoir une mission de santé publique,
d'avoir une activité de terrain ancrée localement, d'être en prise directe avec des patients, citoyens, usagers et de dispenser ces services en Belgique francophone. Donc, cette étude a eu lieu en automne dernier, en plein, je vais dire, en plein milieu de la deuxième vague. Et cette première étape d'étude vraiment quantitative a été complétée, je vais dire, par une deuxième étape d'analyse participative avec l'organisation de focus group. Alors ici, pour démarrer les résultats, ben voilà, vous voyez un petit peu finalement combien d'organisations ont participé. Donc au départ, on avait une liste, je vais dire, sur base des critères d'inclusion de 1836 organisations. Et donc au final, on a 332 organisations qui ont participé à cette enquête. Et donc tous les questionnaires qui comportaient des réponses même partielles ont été utilisés. Et donc à chaque fois, on a fait l'analyse sur un maximum de données. Alors, cette diapositive me permet de vous présenter un petit peu le profil finalement des organisations qui ont participé à cette étude. Et donc, comme vous le voyez dans le graphique de gauche, là, je vais essayer d'utiliser ça. Voilà. Donc ici, on peut remarquer vraiment une participation assez importante des consultations ONE. Maintenant, cette proportion s'explique aussi par le fait que l'ONE est une organisation donc, qui se fait à partir de multiples consultations de petite taille. Et donc, du coup, il y en a beaucoup. Et donc, ça explique notamment en partie, certainement, cette proportion importante. Sinon, on peut voir qu'on a quand même un panel assez large, puisqu'on peut retrouver des maisons médicales, des centres de soins intégrés, des RML, tout ce qui est aide et soins à domicile, les services de santé mentale, les centres de planning familial, les centres PMS, PSE et encore d'autres services que je ne vais pas citer, sinon ce serait trop long. Alors, ce graphique de droite nous permet de voir que finalement, au niveau géographique, toutes les provinces ont pu aussi être représentées dans les participants, même s'il y a quand même aussi là peut-être une certaine domination, on va dire, au niveau des participants pour la province de Liège et du Hainaut, et une participation un peu moindre pour les provinces du Brabant wallon et du Luxembourg. Alors, parmi les autres caractéristiques des organisations qui ont participé, on peut voir qu'elles ont vraiment une prédominance urbaine, qu'ils s'occupent en général d'un public avec une moyenne de 600 personnes, un public qui est donc principalement hétérogène et avec 7 professionnels équivalents temps plein par organisation. Parmi ces professionnels, on peut dire qu'il y a assez peu de personnes finalement formées à la santé communautaire puisqu'on a une médiane de seulement 1%. Alors, parmi les résultats, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je veux dire. Comme vous le voyez ici, on peut dire vraiment que la santé communautaire est au cœur des préoccupations de la première ligne, puisqu'ils ont vraiment une perception générale qui est favorable à la santé communautaire. Néanmoins, si l'on regarde, je vais dire, la mise en œuvre de ces principes d'action, par contre, là, on peut constater qu'il y a quand même un certain déséquilibre, puisqu'il y a certains principes qui sont fortement ancrés et développés parmi les organisations, notamment c'est le cas de tout ce qui concerne la prévention, la promotion de la santé, ou encore les inégalités sociales de santé ou la lutte contre l'exclusion sociale. Et par contre, si on regarde ici en bas, on voit que tout ce qui concerne l'implication des individus, notamment dans les décisions de l'organisation, là par contre, on a un développement qui est nettement moindre avec une médiane de 5. Alors, un autre résultat qui a été mis également en évidence dans cette étude, c'est finalement une certaine domination de l'approche individuelle au détriment peut-être du collectif et du communautaire. Or, c'est vrai qu'un des principes d'action dans la santé communautaire, c'est cet aspect de collectivité de la santé, dans le sens où les interventions sont pensées à l'échelle d'une population et donc concerner une communauté. D'ailleurs, Jean-Marc l'a encore rappelé tout à l'heure. Alors, qu'entend-on finalement par ce terme communauté? Donc là, je fais référence à une définition du Center for Disease Control and Prevention qui définit ce terme par un groupe de personnes affiliées par la proximité géographique, un intérêt spécifique et qui vivent des situations similaires. Et quand on a posé la question aux organisations sur les critères d'identification des communautés, là, on voit par contre que ce sont surtout les caractéristiques d'une population qui sont, c'est ce caractéristique-là qui est utilisé comme critère et pas spécialement le territoire qui, lui, n'est cité que par 17% des participants. Et donc ça renvoie un petit peu, comme on l'a expliqué aussi tout à l'heure, finalement, à une logique de soins qui est plutôt de type individuel et non à une logique de soins de type plus collective, quelque part de type territorial.
Alors évidemment, l'approche en santé communautaire ne signifie pas qu'il ne faut plus faire que des activités communautaires, mais plutôt qu'il est nécessaire d'établir un lien entre l'individu et l'aspect global de cette communauté, parce que finalement, ça va permettre de pouvoir davantage tenir compte de son contexte. Et donc, quelque part, c'est intéressant peut-être de combiner ces approches. Alors, comme je le disais, on peut voir vraiment dans ce résultat que l'approche individuelle domine. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer ici par ce graphique, puisque, comme vous le voyez, elle domine pour 70% des organisations. Alors, mais là aussi, on a pu remarquer que la distribution n'était pas homogène selon le type d'organisation, puisqu'on a pu remarquer notamment que les activités collectives majoritaires, par contre, étaient plus importantes dans les communes. Et donc, ça nous laisse penser que le fait de pouvoir organiser des actions sur une zone géographique limitée semble être un élément facilitant pour son implémentation. Un autre élément favorable est également la formation en santé communautaire, puisque là aussi, on voit que ça a un aspect significatif, un impact positif sur ces pratiques plus collectives. Et en effet, c'est vrai que la formation en santé communautaire a cette spécificité de préparer finalement les professionnels à l'aspect collectif de leurs actions par rapport aux autres disciplines qui, elles, sont davantage organisées quelque part avec des enseignements, avec une approche plus individuelle. Alors, c'est également quelque chose qui a été mis en évidence suite à la crise sanitaire, dans le sens où les organisations nous ont exprimé qu'ils s'étaient rendus compte que c'était vraiment important, cette dimension collective, parce que quelque part, avec la crise sanitaire, ils en étaient un peu privés, et donc ils avaient vraiment le souhait de pouvoir à nouveau, quand ce serait un petit peu passé, je vais dire, de pouvoir redévelopper ce genre d'activité. Et c'est aussi quelque chose qui a été mis en évidence par les focus group, parce que pour les participants à ceux-ci, ils disaient que le prochain enjeu est vraiment de travailler sur une combinaison d'activités individuelles avec des activités plus collectives. Et là, je citerai leur terme, ils disaient, c'est un petit peu comment passer du jeu au nous. Alors, un autre résultat à apporter, c'est une vision globale qui est plutôt limitée. Alors, la vision globale en santé communautaire, ça fait appel finalement, c'est associé à une approche multifactorielle de la santé qui dépasse largement le champ du biomédical, notamment en visant des changements environnementaux et dispensés par une équipe pluridisciplinaire. Donc, comme vous le voyez ici sur ce graphique, on peut constater que les actions sur les environnements sont quand même faiblement entreprises, puisque ce n'est le cas que pour 12% des organisations. Et c'est d'ailleurs cité comme une difficulté majeure également, puisque 70% des organisations signalent qu'ils sont vraiment difficiles de pouvoir agir sur l'environnement finalement de leur public. Et par rapport à ça, les focus group aussi ont pu exprimer certains constats. C'est le fait que parfois, ils ont la perception d'avoir peu de prise là-dessus, avec finalement un certain sentiment d'impuissance, parfois l'impression aussi de venir un peu en bout de course quand les dégâts sont déjà faits et que les services de la première ligne ne sont là parfois que pour du rafistolage, comme il disait. Néanmoins, ces focus group nous ont permis d'identifier un élément facilitant pour les organisations de la première ligne, c'est à savoir finalement leur caractère universel, puisqu'en effet, ils s'adressent à tout public. Et donc ça permet vraiment de pouvoir agir tout en tenant compte de l'environnement de façon proximale et sans stigmatiser un public en particulier. Alors, comme je le disais aussi, cette vision globale, elle fait appel aussi à cette notion de collaboration intersectorielle. Alors, comme vous le voyez ici dans le graphique, on peut dire que cette collaboration intersectorielle, c'est vraiment quelque chose qui est quand même déjà assez bien existant au niveau des organisations, puisqu'il y en a assez peu finalement qui disent ne pas faire de collaboration intersectorielle. Néanmoins, on peut constater que le secteur culturel est quand même un secteur qui est assez peu utilisé, je veux dire, dans cette collaboration. Et donc, ça peut peut-être démontrer un certain cloisonnement encore, dans le sens où on a tendance à rester dans des secteurs qu'on connaît bien, donc plutôt les secteurs du social, les secteurs de la santé, et qu'on a peut-être du mal à aller voir finalement des secteurs un peu plus éloignés, comme le secteur de la culture, mais il y en a d'autres, hein, je pense au logement, je pense à l'environnement des quartiers, etc. Or, ce sont tous des éléments qui sont des déterminants qui vont agir finalement sur la santé et qui sont tout aussi importants. Et donc là, peut-être qu'il y aurait un travail à faire pour pouvoir finalement élargir peut-être les secteurs avec lesquels on collabore. Alors, par rapport à cette notion de collaboration, dans les focus group, ils ont aussi insisté sur la nécessité de contextualiser ce travail, parce qu'évidemment, tout ça est interrelié avec un réseau qui est soit présent parce qu'on a la chance de vivre dans un réseau, dans un territoire qui est assez riche à ce niveau-là, soit parfois un réseau qui est absent, et donc ça demande quand même pas mal d'adaptation et de créativité parfois pour ces organisations.
Alors, un autre résultat de cette étude, ça concerne plutôt la participation du public. Et là, c'est aussi un élément clé hein, dans la santé communautaire. Et donc là, ça peut s'observer notamment par la façon dont est mobilisé le public. Alors, quand il s'agit d'utiliser plusieurs façons de se faire, ça, c'est quand même présent assez fortement. Et quand on est dans un mode unique, on va dire, de mobilisation du public, on voit qu'on fait plutôt appel à l'information. Or, l'information est à un niveau assez bas, on va dire, dans l'engagement du public. Quand on regarde les niveaux d'engagement plus élevés, qui sont le fait de rendre autonome le public, de l'impliquer vraiment dans le projet, là, on voit que c'est quand même une pratique qui est encore relativement faible dans les organisations. Or, ce qui est un peu plus étonnant, par contre, c'est que ce n'est pas perçu comme une difficulté, alors que quand on a demandé aux organisations quelle était leur difficulté, le premier élément qui vient, qu'ils ont indiqué, je veux dire, c'était le fait justement d'avoir une difficulté de mobiliser ce public, d'arriver à l'atteindre. Et ça a été cité par plus de 40% des organisations, et ce, bien avant le manque de moyens humains ou matériels. Comme je le disais également, cette participation du public peut se faire aussi par des initiatives finalement dans les organisations. Et là, on voit que cette initiative repose le plus souvent sur un groupe de professionnels et finalement assez peu sur les personnes fréquentant les organisations. Alors, par rapport aux besoins qui ont été identifiés par les organisations pour essayer de pallier un petit peu, on va dire, ces difficultés, là, ils ont pu vraiment mettre en évidence que pour eux, la méthode prime sur le besoin de ressources humaines et donc que les résultats, finalement, appellent à des échanges de pratiques et non à une approche qui serait purement théorique. Et donc ici, ils avaient vraiment émis le souhait d'avoir des expériences concrètes et des outils, pouvoir échanger finalement sur des outils avec d'autres professionnels. Et s'exprime ici finalement le besoin d'avoir une aide qui soit vraiment dans le concret du travail et donc de ne pas rester dans des notions qui seraient trop théoriques. Alors, comme je le disais, même si ce n'est sûrement pas exhaustif, hein, mais on a essayé ici d'identifier quand même certains facteurs facilitants par rapport à cette mise en œuvre, on va dire, de pratiques de santé communautaire. Certains ont déjà été cités lors des résultats. Il y a notamment donc le fait d'avoir cette zone, de pouvoir agir sur une zone géographique limitée, notamment par son action favorable en termes d'activité collective. Il y a le caractère universel des services de la première ligne, parce que donc ça permet de s'adresser à tout public et permettant aussi de rentrer en contact avec leur environnement de vie. Ensuite, donc la formation en santé communautaire, où là aussi on retrouve cet impact positif en termes d'activité collective, la composition pluridisciplinaire des équipes, le travail en réseau. Alors là, quelque part, on aurait presque envie de le mettre un peu au milieu parce que selon qu'il est présent ou absent, bah, ça va devenir un facteur facilitant ou au contraire, il peut devenir un facteur un peu plus freinant de ces pratiques en santé communautaire. Et alors, un dernier élément, ça c'est un élément qui a plutôt été apporté aussi lors des focus group, c'est ce qu'elle appelait, et là je cite ces termes, de la posture communautaire. Et c'est un élément qui pourrait être un petit peu comparé à ce qu'on peut trouver en éducation thérapeutique du patient avec ce qu'on appelle la posture éducative. Et donc ça, c'était surtout mis en évidence lorsqu'un professionnel doit s'adresser au public vulnérable, dans le sens que ça permet d'éviter finalement tout jugement et méfiance réciproque. Et cela fait finalement appel à un travail plutôt sur la communication et sur les représentations de chacun. Et donc, la professionnelle de santé qui évoquait cette posture communautaire disait que quand on arrive vraiment à prendre cette posture communautaire, ça facilite vraiment la mise en œuvre de ces pratiques de santé communautaire. Alors maintenant, si on passe aux aspects plutôt de frein, de difficulté, je vais dire, là, il y a quand même un élément qui ressort de façon un peu indirecte, on va dire, des résultats, c'est cette méconnaissance du concept de santé communautaire qui pourtant n'est pas récent, mais malgré tout, on sent que ça reste quand même encore quelque chose d'un peu nébuleux, d'un peu flou. Et donc, ça constitue un frein parce que ça manque encore de lisibilité et de reconnaissance. Jean-Marc, je pense aussi, l'avait évoqué tout à l'heure, ça reste quand même parfois vraiment quelque chose de difficile à ce niveau-là, et donc qui demande un certain investissement, une certaine sensibilisation, peut-être aussi de formation. Ensuite, on revient à cette difficulté de mise en œuvre dont on a déjà un peu parlé avec ce processus participatif, la difficulté de mobiliser le public et le fait toujours aussi d'agir sur l'environnement. Ensuite, je reviendrai aussi sur cette notion du temps. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi amené par des personnes du focus group, dans le sens où ce temps, cette notion de temps est ressentie de manière différente selon que l'on se place plutôt
du côté des professionnels, je vais dire, ou du public, et que donc parfois il peut y avoir des tensions quelque part entre les deux. C'est vrai que la santé communautaire, on peut voir ça un peu comme un investissement à long terme, dont on ne voit pas toujours les effets immédiatement. Or, les organisations, elles fonctionnent avec des temporalités qui sont bien définies, avec des projets qui sont souvent limités dans le temps, notamment pour une question de budget. Le public, lui, il a une temporalité qui lui est propre et qui est parfois très différente. Pour certains individus, ils vivent complètement dans l'urgence, notamment par rapport à leur santé, et donc ils ne sont pas du tout dans une logique de prévention. Et donc les professionnels sont parfois vus, et là j'utilise aussi les termes de cette participante du focus group, elle parlait de termes de professionnels un peu vus comme des pompiers, auxquels on fait appel finalement un peu quand c'est la catastrophe. Et donc tout ça peut générer des tensions et rendre aussi ces pratiques qui ne sont pas évidentes. Et donc, on retrouve également comme frein le réseau, notamment quand celui-ci fait défaut. Alors, en termes de conclusion, je dirais simplement que cette étude met finalement en évidence un certain déséquilibre quant à l'application des principes censés guider l'approche finalement en santé communautaire. Alors, l'idée n'est pas de vouloir évidemment implémenter de manière spécifique ou institutionnelle des centres de santé communautaire, mais plutôt de soutenir les professionnels dans le développement d'actions communautaires en santé basées sur des domaines tels que les processus participatifs ou l'action plus collective sur le cadre de vie et de l'usager. Alors, par rapport aux perspectives que nous, on a en tout cas envisagées par rapport à cette étude, donc ici, voilà, c'est déjà d'ailleurs en cours de préparation, donc il y aura toute une série de publications, parce que le but, c'est vraiment aussi de faire connaître et de pouvoir renvoyer un retour, notamment aux participants, mais aussi aux professionnels de terrain et une publication de type plus scientifique. Ensuite, il y a, comme je l'ai déjà signalé aussi, une étude qualitative qui va être entamée vraiment avec un esprit de continuité par rapport à cette étude quantitative et qui va, elle, s'attarder beaucoup plus à cet aspect de participation en lien avec des activités collectives. Et enfin, je terminerai par là, la création d'une communauté d'apprentissage et où ce dispositif a vraiment été réfléchi pour répondre finalement à cette demande des professionnels de terrain qui ont notamment donc participé à l'enquête et qui ont exprimé ce besoin de partager des expériences de pratique de terrain pour pallier leurs difficultés qu'ils peuvent donc rencontrer dans l'implémentation de la démarche en santé communautaire et donc, comme on le disait, de ne pas rester dans une formation qui serait purement théorique. Et par rapport à ça, on est déjà content parce que lors de l'enquête, on avait proposé de laisser leurs coordonnées et on a déjà quand même une centaine de professionnels qui ont manifesté donc un certain intérêt. Et donc, je trouve que ça montre vraiment que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Merci J'ai beaucoup, terminé. Delphine, pour cette intervention très intéressante et très enrichissante à propos de la santé communautaire.